Et bonjour Hélène. Comment vas-tu? Bonjour à tous et toutes. On est en direct, ça y est, c'est la fin du mois d'octobre, c'est bientôt Halloween. Donc Hélène, tu nous as mis un petit fond qui va bien. Comme d'habitude, avant de démarrer, mettez-nous un emoji pour nous dire si jamais de votre côté tout est bon. Donc effectivement, on avait reporté avec Hélène ce webinaire qui devait avoir lieu il y a début octobre. Donc merci à ceux qui se sont réinscrits et qui sont venus. Donc on ne sera pas effectivement au complet, mais c'est pas grave. On a repris, Hélène, le document avec les questions qui avaient été annotées donc le mois dernier. Il y en a pas mal. On a à peu près 70 questions. Donc voilà, donc le record d'Hélène, pour ceux qui suivent ces webinaires depuis 2 ans, c'est 45 questions répondues en 1h30. Voilà, donc là, on verra si on arrive à dépasser ce record. Donc, je vois un petit peu sur le chat les messages de chacun. Bonjour Séverine, bonjour Philippe. Il y a pas mal d'habitués. C'est génial de vous retrouver. En tout cas, merci Hélène d'avoir reprogrammé ça avant la fin d'année. Bon, alors, du coup, Hélène, je te laisse la parole. J'avais quand même un petit sondage à vous partager, comme d'habitude, pour savoir un peu qui sont les nouveaux, qui sont les anciens. Donc, je vous propose d'aller dans la rubrique sondage, de nous dire si vous avez bientôt votre audit, si vous êtes client ou pas Digiformat, et si surtout vous êtes membre d'OF Connect, parce que si ce n'est pas le cas, évidemment que je vous demande de taper dans Google OF Connect, de nous retrouver tout de suite sur le Slack. Je vous le partage d'ailleurs là pour ceux qui ne l'ont pas encore testé. Donc, c'est un canal, un forum de discussion pour ceux qui ne connaissent pas encore OF Connect, où on échange avec plus de 5000, 6000 maintenant, formateurs, centres de formation, avec notre superbe canal Calliope, où tous les jours, on partage des questions, des retours. Donc, voilà, je vous encourage à venir avec nous. Alors, je reviens sur le document, Hélène. Tac, on va faire partager. Voilà. Et est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est parfait. Tac. Oui, Lison, il y a du monde aujourd'hui, effectivement. 143 personnes. Waouh! Bonjour à tous et toutes. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi je suis Hélène Couder, je suis à la fois formatrice, j'ai été auditrice pendant plusieurs années, là je fais de l'accompagnement Calliope et tout ce qui est contrôle OPCO, DRIT et tout ça. Et je suis formatrice dans plein de domaines, dont éventuellement aussi l'intelligence artificielle. Voilà, j'habite Paris. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant? Oui, donc beaucoup de questions. Alors, si jamais je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, je m'engage à prendre les questions et à y répondre sur le canal Calliope d'OF Connect. Donc, si vous n'êtes pas encore sur OF Connect et que vous n'êtes pas encore relié au Slack du canal, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on démarre alors? Eh bien, allez, c'est parti, Hélène. Donc, voilà, le document, je vous remets le lien en partage du document. Brindy, je n'entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on entend? Oui, j'entends bien tout ça. Bon, le son est OK. Bon, bah, très bien. Allez, allons-y. Donc, ça sera enregistré. Le replay sera sur le canal. Alors, question, tu peux remonter un petit peu? Oui, vas-y, remonte un petit peu, descends un petit peu que j'ai toute la question. Voilà. Alors, première question de Isabelle qui me dit qu'elle a vache. Alors, j'ai répondu à quelques questions au préalable pour aller plus vite. Elle a un changement de certificateur. Quel est le bon moment pour changer de certificateur? Donc, je lui ai dit, prendre contact avec d'autres certificateurs pour un devis. Ce sont eux qui te donneront le timing optimum. Pour rappel, elle est sur l'audit de surveillance qui doit intervenir entre le 14e et le 22e mois. Et donc, il faudra prendre en compte le délai de transfert de certif, sachant que certains certificateurs font un peu la forte tête pour transmettre aux nouveaux certificateurs. Donc, j'ai envie de te dire, Isabelle, je crois que c'est Isabelle, prendre la marge. Voilà. Ensuite, Estelle. Donc, Estelle qui doit débuter, qui me demande, doit-on envisager une procédure par indicateur ou créer des documents associés inscrits en fin de chaque procédure? Alors, pour conseil, moi, je vous conseille de faire des dossiers par indicateur et de ranger tes documents dedans. Ça sera plus pratique le jour J. N'oublie pas de dater les documents. Auréline, doit-on historiser et archiver toutes les versions de nos documents? Oui. Et au moins jusqu'à l'audit suivant, date et versionnage.
Auréline aussi. Alors, j'ai entendu dire qu'à l'audit de surveillance, il n'y avait pas d'échantillonnage. Est-ce que ça veut dire que c'est nous qui choisissons les formations sur lesquelles nous montrons les preuves, ou alors doit-on les montrer pour toutes les formations? Eh bien, c'est une fake news. C'est l'auditeur qui choisit son échantillonnage, que ça soit en surveillance ou en renouvellement. Ensuite, toujours Auréline, qui a décidément beaucoup de questions. Quel élément de preuve pour justifier de la cohérence des prérequis pour une certification? Il n'y a pas de mention de prérequis dans le REAC. Donc, s'il n'y a pas de mention de prérequis dans ta certification, tu dois le mentionner effectivement, et tu dois de toute façon mettre le référentiel en lien pour que l'auditeur puisse vérifier qu'il n'y a pas de prérequis. Gwenaëlle, oui, j'ai adoré ça, Gwenaëlle. Si un client nous demande d'adapter l'organisation à ses besoins, par exemple, ne pas lui envoyer de convocation, ne pas envoyer les convocations, ok, il s'en charge, très bien, ou ne pas lui transmettre la convention. Alors ça, par contre, attends, bouge pas, parce que voilà, et que l'organisme accepte cette organisation, transmettre la convention, c'est obligatoire la convention pour toutes les formations. Donc, alors, je rebondis sur une question de mon client ne signe pas la convention, je dois le relancer. Soyez plus intelligent que lui. Envoyez la convention en signature avant vous-même de signer la convention. Comme ça, il sera obligé d'avoir au moins de signer la convention et de vous la retourner pour que vous la signiez. Parce que c'est votre responsabilité d'avoir la convention signée. Oui. Juste, je fais un petit aparté. Ne touchez pas le document, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui c'est qui a mis une surbrillance sur le texte. Si vous pouvez l'enlever, c'est parfait parce que c'est un peu moins lisible de notre côté. Et tu vas l'enlever, toi? Non, je n'ai pas touché. Je ne sais pas qui c'est qui est en train d'y toucher, mais voilà, faites attention simplement. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que ça peut poser un problème? Oui. Si tu as des conventions qui ne sont pas signées, ça pose un énorme problème. C'est à toi de respecter, effectivement. Autant les convocations, tu peux dire, indicateur 9, que les convocations sont gérées par le partenaire, par le client. Encore faut-il s'assurer qu'il le fasse. Donc, ça veut dire un petit mail pour dire, voilà, il y a si tu veux, les convocations sont envoyées par le client. Donc, vérifiez qu'il le fait bien. Oui, les convocations sont obligatoires et oui, les conventions sont obligatoires. Je ne sais pas d'où vous sortez qu'il n'y a pas besoin de convention. Si, je vois dans le chat, la convention est obligatoire. Regardez ce que vous explique la DRIT sur le site de la DRIT. La convention de formation est obligatoire. Les convocations également, à vous de vous assurer si c'est vous qui devez l'envoyer ou si c'est votre client. Valérie, dans le cadre du plan interministériel, il est prévu un durcissement des modalités. Alors, ce plan reste un plan, pas de texte de loi adopté, pas de décret à voter, donc on attend pour répondre. Voilà. Donc, vous pouvez présenter effectivement ce plan dans votre veille 23, mais pour l'instant, ça reste un plan. Et d'ailleurs, tu voulais dire un petit mot, je sais, quand on a préparé le webinaire, attention quand vous faites votre veille aux messages parfois trompeurs qu'il y a sur LinkedIn. Ah là là, les gens qui la se servent de Connect, coup de gueule. Les gens qui se servent de LinkedIn pour faire de la pub et pour entraîner la peur en disant oui, ça y est, le bilan de compétences est sorti du CPF. Ben, pas du tout. Pour l'instant, il n'y a rien de voté. Je vous rappelle quand même au niveau du processus législatif, on a un projet de loi qui est voté. Ensuite, le projet de loi est publié au journal officiel et on a des décrets d'application. Voilà. Et souvent, par exemple, si on prend l'exemple de l'entretien professionnel dont la loi a été votée le 24 octobre, il y a un délai de mise en application. Okay, donc, ce n'est pas parce que LinkedIn fait de la mousse sur les projets, les rumeurs, les machins, la fameuse version 10 du référentiel Calliope, ou ce genre. Attention, vérifiez vos sources. Donc, au niveau de la veille, clarification au niveau des veilles, indicateurs 23, 24, 25, quel type de preuve? Ce qui est important, c'est de voir que la veille est constituée, donc vous expliquez votre veille, et deuxièmement, qu'il y a un exemple d'exploitation. Exemple d'exploitation, c'est je lis quelque chose et je décide de mettre en place une action. Okay, donc pour moi, la veille doit se retrouver dans le 32, dans l'indicateur 32, le plan d'action.
C'est-à-dire, je lis quelque chose et je décide de le mettre en place. Voilà. Nadine, qu'est-ce qui se passe, Nadine? Ah oui, c'est au niveau timing. Est-ce que sur l'audit suivant, on est audité uniquement sur la même formation ou sur les deux nouveaux thèmes? Alors, je lui dis, tu peux être audité sur toutes les formations réalisées avant l'audit, y compris les nouvelles formations ou de nouvelles sessions des formations déjà auditées. OK? Rappelez-vous, hein, l'échantillonnage, c'est par rapport aux stagiaires. Donc, la même formation, par exemple, de management, peut être audité d'un audit à l'autre, mais ça sera sur des stagiaires différents. OK? Odile, est-il indispensable d'avoir un déroulé pédagogique par formation? Oui. Livret pédagogique ou l'essentiel à indiquer. Bon, là, je lui ai mis un lien pour effectivement qu'est-ce que c'est qu'un déroulé pédagogique et qu'est-ce que ça comporte. Odile, toujours, l'attestation de formation est-elle obligatoire de faire apparaître l'objectif principal de la formation? Alors, on ne parle plus d'attestation de formation, on parle de certificat de réalisation. Je vous ai mis sur le document le lien officiel du ministère. Vous verrez sur ce lien, l'objectif principal de la formation n'est pas marqué, mais en conseil, je trouve ça utile de me rappeler l'objectif principal. Cela permet à ton financeur d'apprécier le côté opérationnel de la formation. Voilà. Et Hélène, je fais juste Oui. une pause avant que tu redémarres. Je pense qu'Odile est une nouvelle entrante dans l'écosystème. Si vous êtes tout récent, tout jeune dans le secteur de la formation, vraiment retrouvez-nous sur le Slack parce qu'on a beaucoup d'entraide et même si c'est des questions, on va dire, d'OF qui débarquent et qui effectivement sont un peu perdues, c'est toujours bien de les avoir et que tu reprennes ces éléments, Hélène, parce que c'est jamais clair non plus pour tout le monde. Donc, on demande le lien, ouais, on demande, voilà, le Google Doc, ok, et donc le lien déroulé, il est dans le Google Doc, ok, mais ne modifiez pas le lien, s'il vous plaît, le Google Doc. Alors, pour le CFA, donc les fameuses Emmanuel, avec les fameuses, on avait déjà eu le cas, ah, pardon, qu'est-ce qui se passe? Oula, oui. Je fais une petite… Oui, voilà. Voilà. Ouais, c'est bon, ok. Voilà. Donc, le CFA, avec les données d'insert jeune. Donc, son CFA n'apparaît pas pour toutes les formations. Je dois donc calculer moi-même le taux et le taux de retour à l'emploi n'est pas indiqué sur la fiche. Bon, premièrement, si tu as des infos qui manquent sur insert jeune, essaie de l'en contacter. Donc là, j'ai trouvé une adresse que j'ai copié-collé dans le document. Tu peux descendre un petit peu? Ouais. Avec une adresse mail. Voilà, avec une adresse mail à la fin, inserjeune@education.gouv.fr. Moi, si j'étais toi, j'enverrais à ça en disant mon CFA n'a pas, toutes les offres de mon CFA ça ne sont pas recensées, et de voir avec eux au niveau des indicateurs. Et si jamais tu n'as pas les indicateurs, au moins tu as ce mail de contact avec eux. Voilà, s'ils te répondent. OK? Et ceux qui sont Emmanuel. n'hésitez pas à compléter sur le chat. Hein. Ouais. Alors, Emmanuel, donc le fait d'ouvrir des ouvertures de session et de mettre à disposition des livrets handicap est-il suffisant ou bien devons-nous aller plus loin en organisation des actions spécifiques? On avait fait enfin, il y a pas mal d'actu sur le handicap sur Web Connect, avec notamment de mémoire, il y avait un document qui était pas mal. C'est une publication sur le blog, je crois. Pascal, ça dit quelque chose? On a tout un article, je vais vous le partager sur le rôle de référent handicap et on a un Voilà, c'est ça. Donc, avec… voilà. Donc, je t'encourage à regarder ça. Le référent mobilité, donc là, on est toujours sur des CFA. Le référent mobilité, vous savez, indicateur 20, c'est une obligation des CFA. Donc, même si ça ne te concerne pas et que tu n'as pas de mobilité internationale, tu dois quand même désigner. Donc là, je t'ai mis un exemple de fiche de poste de référent mobilité à utiliser. Thomas, j'ai mis en place la signature électronique. Alors, ce n'est pas une question Calliope, en fait. Comment signer des bilans de compétences? Je t'encourage à poser ta question sur le canal bilan de compétences. Comme ça, les gens, tes homologues pourront t'aider à, voir comment tu peux tracer tes entretiens avec la signature électronique.
Suivi pédagogique, pareil. Même question. Sur les questions vraiment spécifiques, bilan de compétences, vous avez un super groupe de bilan de compétences sur le canal avec des gens qui font ça toute la journée. Je vous encourage à poser la question. Alors, doit-on demander aux lieux de formation qui reçoivent nos formations leur attestation ERP ou leur entreprise, leur DU? Alors, si tu organises dans l'entreprise, ok, tu n'as pas l'attestation ERP à leur demander. Tu as juste à leur donner les conditions dans lesquelles tu veux que tes formations se déroulent. Ok, tu n'as pas du tout à demander aux entreprises leur DURP parce que c'est un document qui n'est pas censé être partagé avec les prestataires, les partenaires. Ok, donc voilà. Par contre, si tu loues une salle pour tes formations, tu dois, dans la location de la salle, avoir effectivement la mention locale ERP ou sinon trouver une alternative. C'est-à-dire que dans le cas où, la plupart des endroits que tu loues sont ERP, hein, mais bon, il faut que tu vérifies si c'est toi qui as l'initiative de la location de la salle. Carole, la direction doit-elle être présente? Qui peut la représenter? Eh bien, oui. Et si tu n'as pas ton directeur, il faut que tu vois avec ton certificateur quelle est la personne qui va pouvoir être représentant de la direction. Donc, tu écris à ton certificateur, tu dis voilà, pour l'audit, mon directeur n'est pas disponible, est-ce que telle personne peut le remplacer? Lorsqu'une formation se déroule en présentiel, mais aussi en visio, doit-on faire signer la fiche de présence par les apprenants en visio? Il te faut un outil de signature numérique. La visio, arrêtez de bricoler. Hein. Ça passe plus maintenant chez les OPCO, hein, le bricolage en visio. Donc, il te faut un outil de signature numérique. Je vous ai juste mis un outil gratuit qui est recommandé par l'État, qui s'appelle Lex Community, qui permet de faire signer numériquement. Mais de toute façon, on arrête le bricolage de je signe, j'envoie la visio pour signer. Hein. Même les OPCO, je crois que les captures écran avec la tête des gens, ça ne suffit plus. Hein. Et bon, ceux qui sont clients Digiformat, de toute façon, vous le savez. Bien sûr. Voilà. Mais je m'en doute que si elle pose la question, c'est qu'elle n'a pas Digi. Quoi. Voilà. Alors, ils prennent Digi. Mais Clémence, oui, ça marche. Oui. Pas de souci. Très bien. Ah, Thomas qui dit j'utilise Lex Community, je confirme que c'est top et très simple à mettre en place. Eh bien, merci, Thomas. Marc, suite au plan qualité, donc toujours ce fameux plan ministériel qui fait causer, une V10 est en préparation. Ah bah écoute, je n'ai pas de boule de cristal, mais promis, je la demande pour Noël. En fait, d'abord, ce n'est pas la V10 de Calliope, c'est la V10 du guide de lecture. Et en fait, pour l'instant, nous n'avons zéro information sur les indicateurs, sur la V10. Alors, il y a des rumeurs, voilà. Donc, tu peux suivre quand même les rumeurs, mais ça reste des rumeurs. OK ? Ne vous inquiétez pas que le jour qu'il y a une version du guide de lecture qui apparaît, ça va être partout sur LinkedIn, partout sur le canal F-Connect et tout ça. Je travaille dans un groupement de structure composé de chantiers d'insertion et d'un OF certifié Calliope. J'ai des audits de contrôle en décembre 2025. Ah oui, ces formations pourraient-elles justifier des formations données lors de l'audit? Alors, j'ai pas compris la phrase, en fait. Est-ce que Charlotte est avec nous? Charlotte, est-ce que tu es dans le chat? Alors, si Charlotte est là, parce que alors là, je vais dire, la question, mais je pense qu'elle n'est pas là, Hélène, donc on va passer. Alors, j'ai établi des conventions de prestation de services avec notre organisme de formation. Bon, écoute, voilà. Bon, désolé. Marie-Laure, non, attends. Marie-Charlotte. Non, Marie-Charlotte, oui. Émargement. Alors, émargement, pareil, les émargements c'est la même question que tout à l'heure. Les émargements sur le bilan de compétences, demandez la question au bilan de compétences, comment valider les 24 avec les 16 heures de face à face et tout ça. Ça, c'est des trucs de bilan de compétences. Hop, canal dédié. Les gens vous diront comment ils calculent et comment ils enregistrent ça sur EDOF. Preuve des évolutions du process Calliope en interne. Alors, tu changes de process en cours de route. Mais c'est plutôt bon signe parce que tu adaptes. Certains process pas adaptés, système de relance, blablabla. Puis-je pénaliser sur le manque de relance au démarrage de la mise en œuvre du process? Non.
ou le fait d'avoir corrigé permet de mettre un… Voilà. Tu dois expliquer à ton auditeur que tu as testé un premier process qui ne marche pas et tu as décidé de le changer. Donc, pour ça, le PAC, l'indicateur plan d'amélioration continue de ton indicateur 32, eh bien, de raconter effectivement qu'est-ce qui t'a amené à changer tes process. En fait, on parle d'amélioration continue. Si vous êtes déjà au top, vous ne pouvez pas vous améliorer. Tandis que si vous constatez que vous avez des problèmes, eh ben, c'est le meilleur moyen pour s'améliorer. OK ? Khadija, donc la présence obligatoire, alors ça aussi pareil, on en a vu aussi. Décidément, cette présence obligatoire du dirigeant, là, ça fait beaucoup causer. À voir au préalable avec ton certificateur. Pour l'instant, le plan ministériel n'est pas adopté, donc pour l'instant, l'obligation du directeur n'est pas adoptée. Mais si vous avez un problème de représentant de la direction, vous voyez avec votre certificateur. OK ? Qu'est-ce qui est attendu par rapport à la veille et avec qui doit-elle être partagée dans les équipes? Donc, démontrer la mise en place d'une veille légale et réglementaire, sa prise en compte par le prestataire et sa communication en interne. Là aussi, toutes les questions veille, on a des ateliers de veille sur Web Connect. Sa communication en interne, pour moi, c'est une diffusion. Donc, ça veut dire soit lors de réunions, soit par mail, soit… Voilà. Et il faut prouver la diffusion. Hein. Sur le 23, il faut prouver la diffusion aux équipes. OK ? L'IA doit-elle être forcément intégrée ou évoquée lors de l'audit pour répondre aux exigences du référentiel Calliope? Alors, je n'ai pas compris cette question. Alors, tu as le droit d'utiliser l'IA. Est-ce que tu dois en parler pendant l'audit? Bah, ça dépend de tes process, quoi. Si ça permet d'améliorer ton process, oui. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt de cette question, Ingrid. Bon. Ensuite, Vinciane, en cas de formation interne à l'entreprise, prise en charge par un fonds de formation, les obligations sont-elles les mêmes qu'une formation externe? Oui. À partir du moment où vous avez un organisme de formation dans l'entreprise, il faut un NDA et donc les obligations sont les mêmes. Point barre. Éthique. Ah oui, alors c'était Christian qui me faisait part de sa réflexion. Comme quoi, on glisse un peu vers la posture n'est pas la même. Un auditeur est en recherche de conformité, un inspecteur à l'inverse est en recherche de non-conformité. Quelle est votre posture? Moi, je suis plutôt à la recherche de la conformité. C'est-à-dire que peu importe le moyen, je ne vais pas chercher telle ou telle pièce, je vais attendre que la personne m'explique son process et je vais voir si c'est conforme, si grâce à son process, elle atteint une conformité. Mais ça dépend des auditeurs. Il y a des auditeurs qui sont plus il faut faire comme ça et si ce n'est pas comme ça, c'est une non-conformité. Je vous rappelle que pour les questions comme ça, si vous avez des problèmes pendant vos audits, vous avez quelque chose qui s'appelle une réclamation que vous pouvez faire à votre certificateur. Si vous considérez que l'auditeur a mal interprété le référentiel, vous pouvez lui adresser une réclamation pour contester ça. Et si vous êtes fort de votre bon droit, vous pouvez également contacter le COFRAC, qui est un organisme qui est censé superviser les certificateurs et donc les auditeurs. Mais la plupart du temps, le fait de constater le certificateur, ça permet de clarifier l'interprétation de l'auditeur et de voir un petit peu. Voilà. Ensuite, prénom, donc Valérie. Lorsque les obligations… Alors, quelles sont les obligations pour les OF qui travaillent avec des formateurs externes lorsque la formation n'est pas certifiante, diplômante, lorsqu'elle l'est? Alors, là, pour le coup, on revient sur la DRIT. Hein. Que demande la DRIT si vous avez de la sous-traitance? Il demande un contrat de prestation, de sous-traitance. Ce contrat peut être sur une facture, hein, mais il faut expliquer qui fait quoi. Voilà, ça, c'est obligatoire. Les formateurs doivent avoir un NDA, les formateurs doivent te donner un extrait de CABIS. Sur certaines professions, ils doivent même te donner un extrait de casier judiciaire. Et surtout, les obligations, c'est que tu dois vérifier, et ça, peu importe le CPF ou pas, tu dois vérifier l'attestation fiscale de tes sous-traitants, c'est-à-dire ils sont à jour de leurs impôts, l'attestation sociale, c'est-à-dire l'attestation URSSAF, l'assurance RC Pro et le CV mis à jour et chaque année qui t'explique la montée en compétences qu'ils font, indicateur 21. Voilà.
Donc ça, voilà, tu peux… je te conseille d'aller voir sur le site de Certifopac qui explique toute la sous-traitance. Part du principe que même si tu n'es pas diplômant certifiant, à partir du moment où tu es un sous-traitant, tu dois rentrer dans ces cases. Et j'ai un petit… Hélène, je voulais faire un petit coup de pub aussi sur l'atelier qu'on a fait sur la déclaration de recours à la sous-traitance pour ceux qui sont sur le CPF. Je crois qu'il y a jusqu'au 20 novembre. Alors, qui est sur le CPF? Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous êtes CPF. Au CPF. Il y en a quelques-uns quand même. Donc, je pense que la plupart d'entre vous avez fait votre déclaration de recours à la sous-traitance. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, sur le Slack, on a un super document explicatif. Ouais. Il y a un peu d'interprétation, c'est vraiment pas évident, mais voilà. Il y a un mois pour le faire et n'attendez pas les derniers jours, hein, n'attendez pas le 30 novembre où il va exploser pour le faire. Okay. Allez. Donc oui, donc tous les formateurs, je le dis en français, en anglais, en espagnol, en allemand, tous les formateurs doivent avoir un numéro de déclaration d'activité valide. OK. Attends, qu'est-ce que tu m'as fait là? Remonte un petit peu. Voilà. OK. Donc, pareil pour Valérie, Pierre, Marilyn, voilà. NDA obligatoire. Donc, soit vous, alors, on en avait déjà parlé l'autre fois, mais soit vous lui demandez ça, soit vous faites un CDD d'usage pour qu'il puisse être hébergé par votre NDA, voilà. Soit vous prenez une boîte de portage pour que la personne vous donne le NDA. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs options. Mais de toute façon, en 2025, je le dis et je le proclame, il faut que vos sous-traitants aient un NDA, quelle que soit votre sous-traitance. Voilà. Et si vos sous-traitants ne jouent pas le jeu, c'est un peu comme un mauvais donneur d'ordre. Vous changez, même si ce n'est pas facile. Et surtout, par rapport à un audit, je crois qu'il y a une question qui arrive. Hein, voilà. Il faut avoir des traces comme quoi vous lui avez répété, et vous lui avez menacé d'enlever votre collaboration, quoi. Y a-t-il… Ah voilà, date limite dans laquelle les formateurs et prestataires devront obligatoirement posséder la certification Calliope. Attends, non, descends, parce que là, c'est compliqué, ça. Alors, Rodolphe, la certification Calliope n'est pas obligatoire pour toutes les formations. La certification Calliope pour les sous-traitants est obligatoire uniquement pour les formations qui sont ce qu'on appelle éligibles au CPF. Et si la personne, si l'entité sous-traitante n'est pas auto-entrepreneur et n'a pas de chiffre, n'est pas auto-entrepreneur, et s'il est, il est auto-entrepreneur, il a jusqu'à 77 700 de chiffre d'affaires au CPF pour être exempté. OK? Donc, la première question que tu dois faire, tu te fais un fichier Excel avec la liste de tes formateurs et leur statut légal. Voilà. Est-ce qu'ils ont une certification? Oui, non. Quel est leur statut juridique? Déjà, ça, c'est bien. Et ensuite, tu pourras identifier ceux qui, effectivement… et quelle est la date limite? Eh ben, de toute façon, c'est déjà passé, vu que c'était en 2024 qu'il fallait se mettre en conformité. OK? Donc, si, je ne sais pas, Rodolphe, si tu as un audit à venir, mais il est urgent que tu fasses un audit pour le coup de tes formateurs. Valérie, quelles sont les obligations du formateur lorsqu'il travaille pour un OF? Dans quel cas de figure doit-il être lui-même? Je ne sais pas. Je n'ai pas la fin de la phrase. Je suppose que ça devait être certifié Calliope, par exemple. Donc, comme je vous dis, hein, la certification Calliope, à ce jour, le 29 octobre, n'est pas obligatoire pour les formateurs, sauf si le donneur d'ordre décide que c'est obligatoire. Et pour l'histoire du CPF, il y a une exemption sur les statuts d'auto-entrepreneur avec un chiffre d'affaires au CPF de moins de 77 700. Lucie, peut-on faire intervenir un formateur non Calliope dans nos formations? Oui, si elles ne sont pas CPF. Même question que précédemment, les éléments à prévoir, le contrat, voilà, l'attestation d'URSSAF et tout ça. Alors, je te corrige juste, Hélène, parce que ça va créer une confusion encore sur le CPF. Il y a des sous-traitants sur le CPF qui n'ont pas Calliope parce qu'ils n'ont pas dépassé le chiffre d'affaires. Non, attention Pascal. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas la seule condition. Alors, on fait le chapeau, OK?
Sous-traitant, alors il y a un tableau de Certifopac qui est très bien pour ça. Premièrement, quel est le statut du sous-traitant? Auto-entrepreneur ou pas auto-entrepreneur? OK? Auto-entrepreneur, tu as une possibilité d'exemption. Pas auto-entrepreneur, tu n'as pas d'exemption possible. Il n'y a pas d'histoire de chiffre d'affaires. C'est sur la partie auto-entrepreneur que si tu as un chiffre d'affaires de moins de 77 000, tu es exempté. Si tu as un chiffre d'affaires de plus de 77 700, tu n'es pas exempté. OK? Il y a un document très bien sur Certifopac. Vous tapez Certifopac sous-traitant dans Google, vous allez trouver le document qui vous fait des petites questions pour savoir s'il faut une certification Calliope ou pas. Question, nous faisons appel à un intervenant extérieur salarié d'un autre établissement. Quel type de contrat devons-nous établir en sachant que l'intervenant n'est pas rémunéré car il le fait sur son temps de travail? Et que est-ce que la convention de mise en disposition du personnel est une bonne solution? Moi, je te ferais, si j'étais toi, un contrat de prestation, mais à titre gratuit. Voilà, avec l'entité juridique de ton salarié et toi. Donc, toi, tu es l'OF, tu fais intervenir une autre entité juridique donc, il faut que l'entité juridique ait un NDA. L'intervenant n'est pas rémunéré, qu'il le fait sur son temps de travail. Mise à disposition du personnel, je suis désolée, mais ça peut ne pas passer à la DRIC. Donc, je ne conseille pas ça. C'était une solution de bricolage. Je ne suis pas sûre que ça passe maintenant dans les audits. Donc, bon, voilà. Je mets des grosses réserves sur la convention de mise à disposition du personnel parce qu'on s'est aperçu que c'était un peu la chose que tout le monde faisait et que ça ne permet pas le respect des obligations de NDA. Lorsque nous faisons appel à un intervenant extérieur libéral, quel contrat pouvons-nous établir si celui-ci n'a pas de NDA? Même principe. Hein. Même principe, il faut que tu réfléchisses. Mon intervenant, alors, intervenant extérieur, c'est que, alors, intervenant formateur. Formateur, il est responsable de la progression pédagogique de la formation. Intervenant, il intervient ponctuellement dans la formation, mais toujours en présence d'un formateur. Si c'est ton intervenant qui fait l'entièreté de ta formation, il doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Ou alors, tu lui fais un CDD d'usage. Karen. Ah oui, alors Karen, un sous-traitant qui avait un NDA, mais n'a pas complété son bilan pédagogique. Voilà, c'est ballot pour lui hein, quand même. Donc, le BPF, c'est au mois de mai. Les premières exclusions sont en octobre. Donc, Karen, je t'encourage à regarder déjà si son NDA est toujours valide ou pas. Et à mettre dans ton amélioration continue le fait que s'il n'est pas valide, tu dois prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire arrêter de la prestation avec lui. Ensuite, Valérie, tu peux descendre un peu? Contrat de sous-traitance, faisant état de la certification Calliope des entendus de l'OF en matière, plus le lien vers le référentiel sont issus. Alors, attends. Alors, dans le contrat de sous-traitance, Valérie, on doit avoir le fameux qui fait quoi. Quelles sont les responsabilités du sous-traitant? Quelles sont les responsabilités du donneur d'ordre? Tu tapes modèle contrat sous-traitance Calliope, tu auras un modèle en ligne. Et non, le lien vers le référentiel n'est pas suffisant. Tu dois informer ton sous-traitant des obligations Calliope et ce n'est pas suffisant de lui envoyer juste le lien. De quelle manière procéder ou quels sont les éléments de preuve à apporter pour répondre à l'indicateur 21? Vérifier que les intervenants maîtrisent les connaissances. En fait, tu dois. Alors, je vous rappelle le 21, c'est détermine, mobilise et évalue. Détermine pourquoi j'ai choisi cet intervenant, qu'est-ce qui dans son CV, qu'est-ce qui dans son expérience professionnelle justifie son expertise sur le sujet. Mobilise. Dans le cas où je cherche certaines compétences particulières, comment je m'y prends pour trouver des intervenants avec ces compétences. Donc, ça peut être en interne, je me renseigne auprès des RH pour savoir, ou en externe, je fais ce qu'on appelle une matrice de compétences, c'est-à-dire que je range mes intervenants selon leurs compétences et selon leur expertise. Et évalue, je m'assure au moins une fois par an de la
qui continuent à monter en compétence sur leur sujet de prédilection et je trace tout ça. Je fais appel aux membres de jury pour correction d'examen. Attention, un jury, ce n'est pas un formateur. Alors, attends, je fais appel à des membres de jury extérieurs pour correction d'examen final et oral. OK. Indépendamment d'un uniquement un nombre, son salarié pose un jour. Ah oui, non mais... Sandra, là, quel type de contrat pour l'indépendant, pour les salariés? Ça, je ne sais pas. Écoute, franchement, pour les jurys, c'est... j'ai pas de... Il faudrait que tu poses la question sur l'histoire du CPF. Dans le canal CPF, tu auras peut-être des gens qui te diront quel type de contrat pour tes jurys, quoi. Aude, notre organisme de formation est pour la première fois sous-traitant d'un autre organisme qui est donneur d'ordre. Nous intervenons sur plusieurs cours et plusieurs de nos formateurs. Pour notre organisme de formation qui est sous-traitant, quels indicateurs sont concernés? Quels documents doit-on mettre dans Calliope? Alors, le problème, c'est que tu ne m'as pas tout dit. Aude, est-ce que tu as déjà Calliope ou pas? Parce que si tu as déjà Calliope, tu seras audité sur toutes tes activités, qu'elles soient sous-traitées ou pas. Donc, tu auras tous les indicateurs. Dans l'hypothèse où tu ne fais pas d'action en propre, les indicateurs qui désignent la sous-traitance, pareil, je vous encourage à regarder le site de Certifopac, indicateur sous-traitance Calliope, il vous donnera la liste des indicateurs qui sont concernés par les sous-traitants. Valérie, notre organisme de formation organise parfois des formations avec un OF en sous-traitance au niveau des documents. Quelles sont les obligations de faire figurer les deux organismes? Alors, attends. Alors, non. Ah, très bonne question. Très bonne question, ça, Valérie. Valérie, tu es le porteur. Alors, quand tu es donneur d'ordre, c'est toi qui es la vitrine face aux stagiaires et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous tes documents doivent être à ton en-tête. OK? Petit aparté, dans votre contrat de sous-traitance, il n'y a pas d'en-tête. Ça doit être sur un document vierge. OK? Sinon, tout le reste, positionnement stagiaire, évaluation, émargement, tout doit être brandé chez toi. OK? Par contre, dans l'émargement, tu as ta feuille avec OF, truc machin, et tu as le nom de ton formateur, Jean-Pierre. Bon, et ben, tu notes la signature de Jean-Pierre, mais l'en-tête de ton document, c'est toi, en tant que donneur d'ordre. OK? Alors, peut-on avoir des invités spécialistes rémunérés dans une formation intervenant à titre de témoignage en présence de notre formateur sur un temps précis sans que ça soit considéré comme de la sous-traitance? Oui, si quelqu'un intervient ponctuellement et que le formateur est tout le temps présent, ce n'est pas un formateur. OK? Donc, en fait, il intervient sans prendre parti vraiment du contenu pédagogique, des activités, des ateliers, tout ça. Il intervient en témoignage, c'est ce que tu mets. Donc, pour moi, ça passe. OK? Donc, un intervenant extérieur n'est pas considéré comme un formateur s'il n'est pas responsable du contenu pédagogique. Mais attention, ça veut dire que dans ton déroulé pédagogique, tu notes bien ce que fait le formateur, ce que fait donc ton gars, ton formateur, et comment intervient l'intervenant. OK? Il faut que ça soit précisé. Céline, lorsque nous intervenons sous-traitance, est-il possible de répondre aux indicateurs en lieu en place du donneur d'ordre? Non, le 1, 2, 3, c'est du donneur d'ordre only. Donc, tu ne t'occupes pas de ces indicateurs. OK? Odile, si la demande de NDA de mes intervenants est en cours, leur demande de surveillance, est-ce OK? Ben, j'ai envie de te dire, c'était OK l'an dernier. Cette année, quand même, depuis le temps qu'on vous dit que le NDA est obligatoire, je pense que tu vas quand même avoir une non-conformité. Mais bon, mets-le quand même dans ton plan d'amélioration continue. Mais à mon avis, tu peux avoir une non-conformité. Est-ce que mon intervenant doit être certifié Calliope dans le cadre de la formation CPF? Alors, je rappelle, je vais vous trouver je vais vous trouver le lien de Certifopac. Hélène, je vais mettre l'article qu'on a fait avec Jimmy et je mets tous les éléments et on en a déjà parlé. Ouais, parce que là, c'est... Est-ce que je crois en plus que je l'ai dans un email? Attendez,
si je l'ai justement envoyé à une de mes clientes. Je vais Ne bouge essayer de pas, j'ai le webinaire aussi, j'ai tout, Hélène, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Attends, t'es remonté un peu haut là, non? Attends, vas-y, remonte un tout petit peu. C'était oui, voilà. Alors, est-ce que l'intervenant doit lui-même envoyer un CPS? Qu'est-ce que c'est un CPS? Est-ce que quelqu'un dans le chat sait ce que c'est qu'un CPS? Je ne connais pas ce sigle. Odile, si tu es parmi nous, on regarde le Contrat chat. de prestation de service. Ah oui. Non, c'est bizarre. Bon alors, chaque session de formation, l'intervenant. Alors, l'idée, c'est, j'avais eu la question aussi sur le chat d'OF Connect. Je vous explique. Si vous avez un intervenant qui intervient une quarantaine de fois par an, vous n'allez pas lui faire 40 contrats. Vous lui faites un contrat cadre et là, vous lui faites soit des ordres de mission, soit des lettres de commande à chaque prestation. Je suppose que c'est ça la question. OK ? Et ce n'est pas l'intervenant qui doit envoyer, c'est toi en tant que donneur d'ordre qui doit envoyer les ordres de mission à l'intervenant. Lorsqu'une formation est dispensée en e-learning avec une partie en extérieur, une assurance est-elle obligatoire? Et si oui, est-elle généralement exigée par le donneur d'ordre ou par le sous-traitant? Je dirais que l'assurance, ça doit être le donneur d'ordre. Si la formation, c'est lui qui est responsable de la sécurité des stagiaires. Donc voilà. Et que le sous-traitant, de toute façon, doit avoir une assurance RC Pro. Tout le monde doit avoir une assurance RC Pro. Peu importe partie en extérieur. Moi, ce qui s'est passé l'autre fois, il y a 2 ans, j'ai eu quelqu'un qui s'est pris la vitre de la porte de la formation dans la gueule. Et ben, on n'était pas en extérieur, mais il fallait une assurance quand même. Sabine, une société bien implantée dans un secteur donné, d'accord, nous sollicite en tant qu'OF certificat Calliope pour organiser des formations spécifiques à son secteur à destination des personnes particulières ou entrepreneurs. OK. Je voudrais savoir si Calliope accepte que l'on mette en avant le nom commercial de sa société plutôt que celui de l'OF. Ah non, ouais, non. C'est le donneur d'ordre. Alors, attends. Nous sollicite en tant qu'OF certifié pour organiser. Mais quel est le contrat que tu. Alors, le problème, Sabine, c'est que tu ne m'as pas donné toutes les infos. Il te sollicite, mais qui est le donneur d'ordre dans ton histoire? Moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris, Sabine. Non, Sabine n'est pas avec nous là. Sabine n'est pas avec nous, mais on garde la question, je la laisse sur le document et puis on la reprendra. Ouais. Est-ce que les formateurs en honoraire doivent tous avoir un NDA? Oui. À partir du moment où ils sont formateurs, ils ont un NDA. Céline, nous sommes un organisme de formation avec des formateurs en prestation de service. OK. Nous leur imposons des horaires, un contenu, bah oui, bien sûr. Hein, pour nous, ce n'est pas de la sous-traitance. Oh, bah bien sûr. Bah non, Céline, c'est de la sous-traitance. Hein. Point barre. Hein. Donc, contrat de sous-traitance, je ne vois pas pourquoi pour toi, ce n'est pas de la sous-traitance. Ah, mais non, mais elle ne fait pas. Attends. L'histoire du ménage. Remonte. La sous-traitance, alors, rappelons-nous, hein, la sous-traitance, ça concerne l'animation de formation. Si elle fait du ménage dans ton entreprise, ce n'est pas de la sous-traitance. Tu ne sous-traites pas de la formation. À partir du moment où ton sous-traitant fait de la formation, oui, c'est de la sous-traitance. Sinon, c'est un partenaire, je ne sais pas moi, c'est un prestataire de service qui fait le ménage chez toi. Voilà. C'est bizarre les questions quand même aujourd'hui. Alors, Marc, concernant la sous-traitance en formation, et que peut déjà. Bon, l'histoire du témoin expert, de l'intervenant, j'en ai déjà parlé, ok? La sous-traitance en formation, le contrat de sous-traitance, il est défini par la DRIT. Donc, prenez le modèle de la DRIT, hein, voilà, avec les obligations de qui fait quoi.
Ensuite, Teddy, peut-on adapter le prix de nos formations sur la date? Oui. Alors, oui, le prix affiché catalogue et le prix, voilà. Alors, le catalogue, tu peux mettre des prix catalogue et ensuite, tu peux mettre des prix sur mesure selon les besoins. Voilà. OK? Teddy, Cécile, dans le cadre des marchés publics exécutés en ce moment, nous assurons la relation contractuelle avec le client et l'animation des formations, tandis que le co-traitant gère la fin. Là, pouvez-vous préciser comment s'applique le référentiel Calliope? Eh bien, je te dirais qu'il y a un contrat qui vous unit, le fameux qui fait quoi, et les obligations Calliope dépendent de votre rôle. Donc, c'est-à-dire que les deux, pour le coup, les deux doivent avoir Calliope, ils se répartissent l'un l'animation, l'autre la logistique et l'administration. Donc, les indicateurs qui dépendent de tel ou tel s'appliquent à moi, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire que j'essaierais de faire un contrat disant qui fait quoi et que dans le contrat, eh ben, ceux qui sont les actions concernées sont reliées au référentiel Calliope. Voilà. Quelle est la partition de l'un, chaque. Mais je peux pas aller plus en comment dirais-je. Pour moi, la co-traitance, c'est de la sous-traitance. Point. C'est-à-dire que c'est du partenariat entre deux organismes de formation qui ont Calliope. Donc, de toute façon, tu dois respecter les actions liées aux indicateurs si c'est toi qui les fais. Exemple, qui envoie les convocations? Est-ce que c'est OF1 ou est-ce que c'est OF2? Eh bien, si c'est OF1, il l'envoie et il informe OF2 qu'il a bien envoyé les convocations. La répartition des responsabilités, j'ai envie de te dire, moi, je te conseillerais quand même, sur ce contrat de co-traitance, de faire intervenir un avocat qui s'y connaît un petit peu en droit de la formation pour bien cadrer ça. OK? Hélène, on arrive à la fin. Alors là, on peut faire, il est presque midi. On a traité toutes les questions sur la sous-traitance. Est-ce qu'on peut faire peut-être déjà, si tu veux prendre un café, te reprendre un verre d'eau, faire une pause, n'hésite pas. C'était dense. On a quand même toujours beaucoup de questions sur la sous-traitance, Hélène, là, depuis. Alors, est-ce qu'on a des choses dans le chat sur lesquelles je dois revenir? Il y a encore des incompréhensions. Ah non, il y a 24. Ah oui, j'ai pas vu les 27 questions. Bon, je finis la feuille et après je fais les questions du chat. Allez, enfin, les questions dans l'onglet questions. OK? Allez, c'est parti. Là, c'est évaluation. Ça va être plus simple. T'as combien de pages d'évaluation, toi? Non, là, c'est juste ça. Enfin, juste OK, ça. bon, allez, on y retourne. Et Teddy, donc le retour de Teddy, je ne sais pas si c'est le même. Alors, vas-y, remonte. Teddy. Un nombre minimum de questions est-il obligatoire? Ah, bonne question, ça. Bon, alors, je dirais au moins 3 questions, quoi. 3-4 questions. Il n'y a rien dans Calliope, mais il faut quand même pouvoir mesurer la satisfaction de ton stagiaire. Une seule question n'est pas suffisante pour moi. Après, tu n'es pas obligé d'en mettre 10 non plus. Donc, 3-4, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est pertinent. Ça dépend aussi de ta formation. OK? Sur les questions d'insatisfaction, sommes-nous obligés de questionner sur la transmission des informations post-formation sur la qualité de la salle? Non, tu ne vas pas demander la qualité de la salle si c'est chez le client. Non, alors, le questionnement sur la satisfaction de la formation, c'est pas est-ce que la salle était sympa, est-ce que vous avez eu du café? Bon, je sais que c'est dans pas mal de questionnaires, je ne trouve pas ça pertinent. Sur lequel, Claire, tu dois insister, c'est est-ce que la formation est dans un but d'acquérir des compétences? Donc, rappelle-toi que l'indicateur 2, tu dois avoir des indicateurs de résultats reliés aux objectifs. Donc, pour moi, privilégie la satisfaction globale et pose des questions quant à l'atteinte des objectifs liés à cette formation. OK? La montée en compétences et tout ça. La gueule de la salle et voilà. Si en plus tu n'as pas de salle, l'OF n'a pas de salle dédiée, je trouve que c'est pas intéressant. Marion, dans le cas de l'indicateur 30, comment fait-on pour avoir l'appréciation des financeurs lorsque tout se passe sur une plateforme et nous répondons à l'appel approché, nous posons le bilan? Tu ne m'as pas précisé, Marion, quel était le financeur. Si tu déposes le bilan dans les cases prédéfinies, pour moi, tu gardes des extraits des captures écran. Est-ce que ton financeur
quand il reçoit ton bilan, il a une opportunité de te contacter. Voilà. S'il y a une opportunité de te contacter, ben pour moi, tu fais ce qu'il faut. OK? Si tu as un email qui se balade, tu peux envoyer l'email, mais c'est un peu chiant. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Valérie, lien entre indicateur 5 et indicateur 8, évaluation de positionnement de départ. Alors, tu confonds, hein, ce n'est pas indicateur 5, c'est indicateur 4. Oui, 4. Recueil de besoins. Type de preuve, évaluation individuelle ou nominative ou compte rendu global de la part du formateur. Ah. Alors, le 4, c'est recueil du besoin du commanditaire. Point. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec ta question. Indicateur 8, c'est est-ce que je dois, en fait, ce que je comprends dans ta question, c'est est-ce que mes stagiaires doivent me répondre personnellement ou est-ce que le rendu global du formateur est suffisant? Écoute, je te dirais quand même, Valérie, si tu peux, demande à ton formateur de faire 3-4 questions individuelles que tu peux très bien faire via un téléphone portable et Google Forms. Comme ça, au moins, tu es cadré. Parce que le compte-rendu global de la part des formateurs, certains auditeurs ne trouvent pas ça suffisant. Parce qu'il n'y a pas le côté, le positionnement. Attendez, si je reprends mon texte de lecture. Attendez, vous me donnez 2 secondes, je retourne sur mon guide de lecture, que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, guide de lecture, paf. Ensuite, on est là. Donc, on est sur le 8. Hein. Le 8, je vous relis ça. Tac. Alors, il faut pouvoir... Alors, le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, démontrer l'existence de procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la... adaptées au public et aux modalités de la formation. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est compliqué de te fier simplement au compte rendu de ton formateur parce que je pense qu'il ne va pas détailler la procédure de positionnement et d'évaluation des acquis. Donc, tu risques de tomber sur une non-conformité. Ça dépend des formateurs. Voilà. L'idée, c'est quand même évaluation. Je pense qu'il faut des évaluations individuelles. Donc, tu peux le faire en début de positionnement, en début de formation ou pendant le parcours d'admission. Voilà. Donc, pour moi, le compte-rendu global de la part du formateur, il n'est pas suffisant. Auréline, est-ce que l'enquête de satisfaction à chaud peut suffire? Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faut des enquêtes à froid. Les enquêtes à froid, pour moi, c'est qu'avec le CPF ou la CF ou l'apprentissage. Il n'y a pas d'enquête à froid pour les formations traditionnelles. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas marqué quelque part dans Calliope. Par contre, l'enquête à chaud, oui. L'enquête à froid, pour moi, c'est plus positionné sur le commanditaire pour voir si, effectivement, il y a eu un impact de la formation. Mais ce n'est pas systématique. OK ? Donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde veut faire des enquêtes à froid auxquelles personne ne répond. Je pense qu'il faut mieux prendre contact avec ton commanditaire pour savoir s'il est content et tout ça. Je pense que c'est d'un point de vue commercial, et c'est ce qu'on dit sur Web Connect souvent, c'est la prise de contact et la demande d'appel téléphonique et d'entretien est bien plus bénéfique pour l'aspect commercial que l'automatisation. Ouais. Et n'oubliez pas, voilà, ça va être bientôt la fin d'année. N'oubliez pas, vous pouvez très bien contacter vos commanditaires, leur souhaiter la bonne année, leur dire que vous êtes disponible l'an prochain et leur demander s'ils ont bien apprécié les formations. Voilà. Indicateur 30. On a tendance à comprendre financeur ou PCO. OK. Mais quand le participant n'a pas de prise en charge, est-ce que le financeur est l'entreprise du participant? Non. L'entreprise est un commanditaire, ce n'est pas un financeur. Au sens de l'indicateur 30, le financeur, c'est des financements publics. Rappelez-vous, Calliope, c'est avant tout pour autoriser sur des financements publics. Donc, je rappelle, OPCO, Caisse des dépôts, Pôle emploi, enfin France Travail, la région, qu'est-ce qu'on a d'autre? La GFIP, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fonds spécialisés dans certaines professions. C'est ça les financeurs, ce n'est pas du tout l'entreprise. Alors, il est quasiment impossible de savoir si nos clients font appel aux OPCO.
eh ben, tu peux leur poser la question. Quand tu détermines, quand tu contractualises, tu dis voilà, est-ce qu'un financement OPCO est envisagé? Ça peut faire partie d'une question préalable. Non, on n'envoie pas le questionnaire financier à l'entreprise du participant. Non, non, là, non. Personne n'a envie de perdre de temps pour répondre à ce questionnaire. Bah oui. Bon, bah donc voilà. Tu n'envoies pas de questionnaire financier à ton entreprise. Ça s'appelle un questionnaire commanditaire. OK? Thomas, en ce qui concerne l'évaluation financière pour les bilans de compétences, doit-on faire quelque chose? Et quand c'est financé par l'employeur? OK. Donc, alors, premièrement, je vous rappelle, hein, donc le financeur, ce n'est pas l'entreprise. OK? Bon. Rien ne t'empêche, c'est commanditaire. Donc, si ton si ton bilan de compétences est payé en partie par l'employeur, tu peux quand même demander à l'employeur s'il est content, en tant que commanditaire, d'avoir fait un cofinancement. Pour la CDC, on l'a dit plusieurs fois, la CDC ne répond pas au questionnaire. OK? Donc, ce n'est pas la peine de s'énerver sur la CDC. Qu'est-ce qui change en 2025 dans le référentiel Calliope? Bah, Patricia, j'ai envie de te dire, il faut suivre la veille légale et réglementaire. Voilà, je ne vais pas te répondre Cette comme question ça. tombe comme un cheveu sur la soupe, je vais l'enlever. Voilà, c'est bonjour. Hein, voilà, est-ce que tu peux me faire ma veille, s'il te plaît? Ah, tiens, je ne l'ai pas dit. Attends, je le remets parce que c'est important. Donc, vous allez, entre autres, pour ceux qui ne le font pas, aller sur LinkedIn et suivre Johan Vidalink. Voilà. Pour la veille. Alors, Patricia, certifiée depuis 2020, notre organisme certificateur AFNOR m'a demandé mon organigramme et mon dernier BPF. C'est nouveau? Ben non, c'est pas nouveau. Il demande toujours le BPF, vu qu'il va se baser en partie sur ton BPF pour déterminer dans quelle catégorie d'action tu interviens. Dans ce dernier BPF figure la sous-traitance. Très bien. Et l'auditeur m'a conseillé de ne pas déclarer ces missions comme de la sous-traitance. Oula. Alors, premièrement, ton auditeur ne doit pas donner de conseils. Deuxièmement, alors, tu as missionné une formatrice sur un projet, mais est-ce que c'était un projet de formation ou pas? Patricia n'est pas là, je suppose. Non. Bon. Tout ce qui est, alors je vous rappelle, hein, l'ingénierie pédagogique, la conception pédagogique, ce n'est pas la sous-traitance. Ce n'est pas considéré. Sur un contrat de sous-traitance, on a uniquement de l'animation. C'est un contrat de prestation. Donc, c'est peut-être ça. J'ose espérer que c'est ça. Parce que je ne vois pas. Mais l'auditeur n'a pas à te donner de conseils, hein, déjà. Donc, tu prends tes formateurs. Tu vois tes formateurs qui animent des formations. Tous ces formateurs doivent avoir un contrat de sous-traitance. Pour les autres types de collaboration que tu as, par exemple, moi, je fais de l'ingénierie pédagogique pour Segos. Ce sont des contrats qui sont différents des contrats de sous-traitance. Ce sont des contrats de je ne sais plus, prestations intellectuelles ou je ne sais plus quoi. Donc, voilà. Donc, il faut que tu sépares quand la personne anime et quand la personne crée. Et donc, le contrat de sous-traitance, c'est pour l'animation. Dans le cas d'une formation avec 2 sessions espacées d'1 mois, quid du questionnaire de satisfaction à chaud? 100 ans jour 1 ou la fin de l'information 100 ans la fin, non, d'accord. Alors, attends. Ben non, tu fais pas. Alors, le questionnaire à chaud, c'est à la fin de la formation. Par contre, ce que tu peux faire, si tu as 1 mois entre les deux, c'est prévoir quand même un dispositif de réveil pédagogique en début du J2, quoi. Voilà, pour éviter que les gens aient tout oublié. La fin de formation s'entend le dernier jour de la formation. Imali, nous avons changé le processus d'évaluation 2 fois depuis l'audit initial. Tous les changements dans notre tableau, ouais, pour ne pas avoir de non-conformité. Oui. Oui, tu gardes, tu traces effectivement. OK? Est-ce que les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis peuvent être effectuées en amont de l'entrée en formation, voire en amont de l'inscription? Pour moi, l'inscription, c'est différent. En amont de l'inscription, ça ne s'appelle pas un positionnement, enfin, ça s'appelle un recueil du besoin du commanditaire, le 4.
Ouais. Voilà. Pour moi, la première partie, c'est le commanditaire. OK? Donc, quel type de module voilà, a besoin de supprimer des modules en fonction des résultats. Voilà, là. Je pense que le CFA, tu es quand même, obligé de respecter des modules. Je suis pas experte sur le CFA, Romain, donc je te conseille de. On a un canal CFA sur OF Connect. Oui, on a un canal CFA qui est un peu en jachère. Je lance un appel d'ailleurs pour les CFA. La question sur le canal, parce que là, c'est un peu trop spécifique pour moi. On fera un atelier dédié. Oh tiens, Éline, est-ce que les formateurs indépendants doivent avoir un NDA? À votre avis, le chat, c'est oui ou c'est non? Alors là, on va faire une question, on va faire un peu d'interactivité. Allez, un sondage. Est-ce qu'un formateur indépendant doit avoir un NDA? Voilà. Allez, merci Michel, merci Céline, merci Myriam, merci Sylvie. Que doit contenir le kit pédagogique? Eh bien, écoute, un kit. Alors, tiens, s'il y a des formateurs sur le chat, que contient un kit pédagogique à votre avis? Support de formation, déroulé pédagogique, doit-il être présenté? Ah oui, j'ai une question. J'ai une question parce que, donc, en fait, on ne te demande pas de présenter le déroulé pédagogique. Par contre, sur l'indicateur 6, on te demande d'expliquer les modalités de déroulement de la formation, le contenu et les modalités. Pour moi, c'est plus simple de montrer un déroulé. Après le déroulé, si tu considères que c'est ton trésor de guerre, tu peux décrire les modalités pédagogiques de ta formation sans dérouler. OK? Les supports de formation, pareil. Les supports de formation, les supports que tu dois montrer, ce sont les supports de l'indicateur 19, c'est-à-dire les ressources pédagogiques que tu mets à disposition des stagiaires. Voilà. Vincent, est-il possible qu'il y ait un audit sur... Attends, est-il possible qu'il puisse y avoir un audit sur l'accrochage de nos certificats? Attention, l'accrochage de vos certificats, c'est l'indicateur 34. Effectivement, s'il n'y a pas d'accrochage de certificat... Ah non, qu'est-ce que tu appelles ça, accrochage? Je pense que c'est lié au CPF. Vincent, si tu es là, pardon. Lié au CPF, je pense. C'est pas marqué. Non, pour moi, l'accrochage, c'est que ton certificat doit être dans la salle de présence de la formation, non? Ah oui, tu as raison. Affichage dans la salle, voilà, affichage, voilà. On est d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'affichage, c'est une non-conformité majeure. Donc, attention, hein, la veille ou voilà, on n'oublie pas d'afficher son certificat. Tu veux nous répéter pour le certificat, même le logo, Hélène, ce qui est obligatoire? Alors, l'usage du logo n'est pas obligé. Par contre, le certificat doit être affiché soit dans les salles de formation ou à l'accueil des stagiaires et sur le site internet. OK? Voilà. Est-ce que quel preuve de cet affichage, Émilie? Alors, si tu es en présentiel, il va se déplacer. Et si tu es en distanciel, tu lui envoies des photos. OK? Si la salle de formation est celle du client, à ce moment-là, tu donnes le certificat au formateur dans son dossier, dans son kit pédagogique. OK? Et de toute façon, le certificat, tu l'as aussi sur ton site internet. OK? S'il n'y a pas de salle et pas de site internet, tu peux mettre que le certificat est disponible sur demande. Voilà. Nous, afficher à l'accueil, OK. Si on le met sur l'espace apprenant, très bien. En fait, il faut qu'il soit accessible. Mais par contre, si tu le mets à l'espace apprenant, il faut dire à ton stagiaire qu'il peut le trouver sur l'espace apprenant. Et je dirais même qu'il faudrait que ton commanditaire puisse le vérifier. Donc, pour moi, l'espace apprenant, ce n'est pas suffisant. Je le mettrai quelque part. Je connais quelqu'un qui l'a mis sur sa page LinkedIn. OK? Eh bien, super, on arrive à la fin. Alors, les questions. Allez. Quid de la propriété? C'est bon, ça va. Bon, allez. Est-ce que j'ai fait... Donc, j'ai fait toutes les questions, j'ai fait 70 alors? Oh là là, oui. Mais alors, les questions étaient vachement plus claires qu'aux précédentes sessions. Ouais. Donc, merci à vous pour avoir bien rédigé, pour avoir fait l'effort de vraiment d'être... Allez, on y retourne. Donc, quid de la propriété intellectuelle des supports réalisés par les formateurs externes? Ça se décide dans le contrat de prestation. Qui a la propriété? Quel usage? Tout ça. OK?
Voilà. Et je vous conseille, si vous avez peur de vous faire avoir ou tout ça, de demander l'avis de vos homologues et de rédiger un contrat bien détaillé. Alors, c'est allé vite. Pouvez-vous rappeler quels sont les documents pédagogiques logos en tête à partager aux stagiaires? Bah, le stagiaire, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir une convocation par email. Qu'est-ce qu'il doit avoir d'autre? Je te parle d'un stagiaire qui ne serait pas commanditaire, hein. Il doit avoir une évaluation des acquis, un positionnement par Internet ou par papier le jour même. Il doit avoir un questionnaire de satisfaction et il doit avoir des supports de formation indicateur 19. Et c'est tout, je crois, au niveau du stagiaire. Je crois que c'est tout. Depuis 4 ans, les auditeurs nous disent qu'il n'y a plus d'obligation de questionnaire financeur, mais qui participent à des webinaires de financeurs suffisent. Alors, je suis désolée, mais le webinaire de financeur, si tu n'en fais rien, ça peut... Voilà. Alors, je vais reprendre le guide, hein, parce que d'abord, ce n'est pas depuis 4 ans, hein, parce que c'est 2024 la dernière version. Et donc, c'est 2024 qu'a été précisée cette histoire de financeur. Alors, il est marqué dans l'indicateur 30. Voilà. Dans le nota bene, les modalités de recueil peuvent être différentes selon la partie prenante. La sollicitation des appréciations des financeurs n'est pas exigée à la fin de chaque prestation, mais doit être effectuée au moins une fois par an ou selon les modalités précisées par le financeur. Donc là, quel est votre financeur et comment il veut que vous communiquiez? S'il le souhaite, La sollicitation du financeur peut être remplacée par la participation des prestataires à des webinaires thématiques ou des réunions relatives aux bonnes pratiques organisées par les financeurs. Donc, effectivement, ça, c'est bon. Par contre, la participation des prestataires, pour moi, le fait de s'inscrire, ça ne suffit pas. Parce qu'on s'inscrit tout à des webinaires sur lesquels on n'assiste pas. Okay. Donc, moi, je me connecte à un webinaire de financeurs et j'apporte la preuve que je me suis connectée et que j'ai récupéré le document ou tout ça. OK. Une simple inscription, ça ne suffit pas. Participer à des webinaires de financeurs, oui. S'inscrire à des webinaires de financeurs seulement, non. Claire, dans le cadre de la formation en intra, est-ce qu'il est obligé d'envoyer les certificats de réalisation? Ben oui, oui. Je ne vois pas le problème. Et le rapport qualité. Le rapport qualité, tu veux dire le questionnaire de satisfaction? Oui. Marion, question concernant le positionnement de départ. Est-ce une évaluation technique des compétences des participants? Est-ce une évaluation personnelle de chaque personne dans ses compétences de départ? Tout dépend de la formation. Si tu fais une formation technique, tu as peut-être un prérequis, tu vois. Tu veux savoir, par exemple, formation Excel, tu sais bien te demander quand même ce que la personne sait faire ou pas faire sur Excel. Par contre, une évaluation personnelle de chaque personne dans ses compétences de départ, si c'est par exemple une gestion du temps ou avoir des communications efficaces, ça c'est des trucs plus développement perso où là tu vas demander plutôt à la personne quelles sont ses problématiques et comment elle se sent par rapport à la problématique de la formation. Donc j'ai envie de te dire, ça dépend de ta formation. Caroline, tarif sur devis suffit-elle à répondre à l'indicateur? Je suis multisite et les avis divergent sur les auditeurs que j'ai rencontrés. Écoute, cette histoire de tarif, c'est vraiment un peu le... Bon, pour moi, si le tarif est envoyé avec la proposition commerciale et que tu as la trace de cet envoi, pour moi, le côté à partir de ou tarif sur devis suffit dans l'indicateur 1. OK. Pour dire, attendez, le 1, l'information, donc toujours pareil, le nota bene de la dernière version, l'information est diffusée en amont de la contractualisation, quel que soit son moyen, site internet, proposition commerciale, plaquette, diffusion partielle sur un site, puis complétée vers une proposition. Donc ça, c'est la dernière phrase. Tu peux faire une diffusion partielle du tarif sur le site et compléter avec une proposition commerciale par email où là, tu as bien le tarif marqué. OK? Est-ce que le questionnaire d'analyse des besoins de cette question peut être posé? À quel niveau évaluez-vous vos compétences actuelles au regard de là? Parce qu'il faut citer chaque objectif.
Ça dépend des formations. Lorraine, je n'ai pas de réponse. Si tes objectifs sont vraiment spécifiques, c'est bien de positionner. Quel est l'intérêt d'un questionnaire de positionnement à part de vous emmerder? Ça permet de positionner par rapport à la formation. Donc, c'est un avantage sur le formateur. Donc, à toi de voir avec ton formateur de quelle information il dispose pour, j'ai un peu chaud là, pour éventuellement commencer sa formation. Quelles sont les choses dont il a besoin? Voilà. OK? Ça peut être un bon sujet d'atelier, Hélène, ça tient, je le note pour qu'on en parle en atelier Google Meet, ça serait pas mal. De quoi? De ce positionnement de départ. Comment les formateurs, comment nos membres, en fait… ça dépend des formations, je veux dire. C'est bien d'en parler. Je trouve que c'est sympa de voir un peu comment font Par contre, il faut tracer. Il faut tracer les choses. C'est ça le problème. Est-ce qu'un organisme de formation peut s'adresser à un public scolaire? Alors, scolaire, pour moi, c'est des personnes qui sont en études. OK? Attention, différence entre formation initiale, formation professionnelle. Pour résumer, pendant les études, c'est de la formation initiale. La formation professionnelle, si c'est par exemple pendant tes années d'études, tu as une alternance avec une entreprise. Ou alors, la personne a fini ses études et reprend un cycle d'études pour former à un métier. Mais normalement, ton domaine d'expertise, tu dois savoir si tu fais de la formation initiale ou de la formation professionnelle. Okay? Si tu as un problème, si tu as une question, écris à ta drite en disant voilà, je fais une formation, je ne sais pas moi, sur ça. Est-ce que c'est de la formation professionnelle ou est-ce que c'est de la formation scolaire? OK? Peut-on envoyer le questionnaire à l'OPCO si on ignore encore s'il sera impliqué dans le financement? Non, ça n'a aucun intérêt, formation communication. C'est pour ça qu'il faut poser la question à vos commanditaires. Hein. C'est pas interdit de leur dire est-ce que vous avez un OPCO et est-ce que vous allez le solliciter? Hein. Bonne question. On ne peut pas faire d'enquête de satisfaction financière car pas de contact email. Alors, si vous avez des contacts avec les OPCO, je vous encourage à faire un espèce de petit répertoire de vos interlocuteurs. Si vous n'avez pas d'adresse email, il reste la plateforme, vous savez, où vous pouvez déposer les factures de vos OPCO, mais ça veut dire que vous avez une subrogation. Voilà. Si vous n'avez pas de subrogation, effectivement, vous assistez au webinaire des OPCO et à ce moment-là, vous apportez la preuve que vous avez assisté au webinaire. Si on apporte une formation à un sous-traitant qui nous a donné… Alors, attends, si on a apporté une formation à un sous-traitant. Ah oui, d'accord. Alors, oui, c'est bon. Donc, tu as un sous-traitant one-shot sur l'année 2025, par exemple. Tu lui as demandé tous ces documents. OK? Sur 2026, tu vas voir si tu as encore appel à lui. Si tu as prévu de faire appel à lui, tu vas lui redemander de te mettre à jour tes informations. Et si par contre, tu ne fais plus appel à lui, tu gardes la trace que tu ne fais plus appel à lui. Et donc, pendant l'audit, tu dis, non, je n'ai pas utilisé ce formateur en 2026, donc je ne lui ai pas demandé ces documents. OK? Pourriez-vous donner la référence légale disant qu'il faut obligatoirement une convention de formation dans tous les cas de figure? Je dirais le site de la DRIT. Je ne sais pas où tu es, Catherine. Tu prends le site de la DRIT de ta région, tu regardes formation et ils vont te dire qu'il te faut une convention de formation. Point. Si le formateur est un associé, besoin d'un NDA lors d'une formation non certifiante, juste action de formation. Alors, si le formateur est un associé, ça veut dire qu'il dépend du même SIRET que toi ou pas? C'est le SIRET qui va définir le NDA. Hein. Même SIRET, même MDA, SIRET différent, NDA différent. Les formations réalisées pour un client non français, exemple Belgique. Ah, on n'avait pas eu de formateur étranger. Alors, dans l'Union européenne, tu as le droit de faire intervenir des formateurs et tu dois par contre les enregistrer dans ta structure française. OK? Pour les formateurs hors Union européenne, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Regarde sur Internet, je crois que c'est un peu précisé, effectivement.
Si le sous-traitant intervient uniquement sur une journée de conduite, par exemple, sur une formation. Mais pareil, ton sous-traitant, il intervient tout seul ou il est encadré par un formateur. Donc voilà. Cécile, ok. Qui est le donneur d'ordre dans ce cas-là? Je ne sais pas le début. Ça existe un contrat de co-traitance? Oui, ça existe, mais je pense qu'il faut se rapprocher d'un avocat, je pense. Alors, j'ai une formatrice en sous-traitant dont son activité principale n'est pas de faire des formations. Est-ce qu'elle doit avoir un DA? Oui, oui, oui. Sauf si. Là, c'était toutes les questions sur la partie sous-traitance. Hélène, si ça te va, comme il reste plus que 15 minutes, on va peut-être remonter. Alors, attends. Hop. Oui. Désolée. Attends, je vais remonter tout en haut. On reprend Magali, si ça te va. Tac. Allez. Oui, dans Digiformat, l'ordre de mission de commande et convention contrat, oui, je pense que ce n'est pas un problème. En fait, tu as bien compris, tu as un contrat cadre et tu as un contrat d'intervention, quoi. Voilà. Pour les formations hybrides, tu as voilà, bon, tu as répondu. La question de Magali. Je travaille en tant que sous-traitante pour ça c'est intéressant, Magali. Alors, attends, je travaille en tant que sous-traitance. Comment? T'es où, sur quelle question, là? 11h35, Magali Onen. Ok. Ouais. Donc, je redescends alors, parce que je n'étais pas sur la bonne. Ouais. Je travaille en tant que sous-traitante pour différents OF, mais qui gèrent eux-mêmes. Recueil de besoins, bilan, formation en cas de satisfaction. Quid si je suis auditée sur ces dossiers? Ça, c'est intéressant, parce que moi, c'est le cas des personnes qui travaillent avec moi, qui sont donneurs sous-traitants Ségos. Alors, normalement, sur le recueil du besoin, il doit partager ton recueil du besoin. Le 4, c'est-à-dire mettre à disposition du sous-traitant le recueil du besoin. Donc ça, moi, par contre, sur Ségos, on a une plateforme sur laquelle on peut consulter le recueil du besoin du commanditaire et voilà. Ensuite, bilan formation, oui, il doit te communiquer ça. Ensuite, enquête de satisfaction, oui, tu dois avoir au moins une synthèse des enquêtes de satisfaction. Oui, tu es audité. Alors, pour le coup, j'ai envie de te dire, il va falloir que, surtout si tu as différents OF, je ne sais pas quand est-ce qu'est ton audit, mais pour moi, je serais d'avis de prendre rendez-vous avec chaque donneur d'ordre doit avoir un interlocuteur à te donner pour te permettre de répondre à tes questions. Je te ferai un rendez-vous sur chacun de tes donneurs d'ordre pour lister un petit peu les process et qui te mettent à disposition les documents qui te manquent. Je fais appel à des sous-traitants qui sont des salariés de notre maison mère. Pourquoi aurait-il besoin d'un NDA alors qu'ils ne vendent pas eux-mêmes la formation? Ces salariés en tant que formateurs sur certaines formations. Oui. Alors, pour le coup, la maison mère, tu peux rattacher, effectivement, normalement, le NDA est le même. Tu peux les rattacher au NDA. OK. À toi de voir avec ton service juridique, par exemple. Pour avoir un rattachement qui… En fait, c'est des salariés. Donc, pour moi, c'est effectivement… tu n'as pas besoin d'un NDA. Magali, je réalise des quiz pré-formation. J'indique le taux de réussite dans mon tableau de suivi. Non, alors, non, tu dois pas fournir tous les quiz ou les enquêtes de satisfaction. Tu dois juste montrer les chiffres clés et voir comment tu calcules ça. Voilà. Après, rien ne t'empêche de montrer un exemple de questionnaire ou de un modèle ou voilà. Mais normalement, on ne peut pas te demander toutes les enquêtes de satisfaction. Peggy. Là, je te coupe. Hélène, j'avais commencé à répondre à pas mal des questions qui sont juste en bas. D'accord, ok, bon, c'est bon. On va remonter tout en haut, si tu veux. On reprend les questions à partir de 12h15. Ouais, alors attends, Sigrid. tout en haut, j'arrive. Ouais. Sigrid, j'ai Sigrid. Allez, hop. Des sessions d'analyse de pratique professionnelle peuvent-elles auditer? Non, pour moi, ce n'est pas de la formation. C'est pour les coachings, hein, c'est ça? Pour moi, ce n'est pas une formation. Donc, voilà.
Les lieux de formation ERP. Nous organisons des formations sur des sites professionnels non ERP. Je sais qu'il n'y a pas de problème pour le salarié. Alors, est-ce que c'est toi qui décide de ce lieu? Est-ce que c'est toi qui choisis le lieu ou est-ce que c'est ton client qui choisit ce lieu? C'est ça la question. Je suppose que s'il y a des inscriptions individuelles, c'est toi qui choisis le lieu. Pour moi, si tu as un site sur lequel tu n'es pas ERP, il faut que tu aies un site, il faut que tu aies, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre un site qui n'est pas ERP et d'inviter des stagiaires à se rendre. Pour moi, ça ne colle pas, quoi. Donc, c'est compliqué ta question, Gretty. Nous sommes un organisme de formation avec des formateurs en prestation de service. Qu'est-ce que tu appelles formateur en prestation de service? Des formateurs tout court. Nous devons faire des contrats de sous-traitance. Contrat d'animation. Oui, alors c'est pour l'animation, mais un contrat de sous-traitance, c'est un contrat de sous-traitance, quoi. Voilà. Alors, oui, Magali, c'est pas étonnant pour l'histoire de certificat de réalisation. Moi, je vous conseille de le faire systématiquement, même si votre client. En fait, votre client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir justifier de sa formation. Je vous rappelle qu'il y a une obligation de formation des employeurs. Donc, envoie le certificat de réalisation à tout le monde et comme ça, tu es paré. OK? Même ceux qui ne te le demandent pas. De toute façon, la plupart des clients ne connaissent pas le droit de la formation. Certificat de réalisation et rapport qualité. Envoyé à l'établissement commanditaire. Donc, certificat de réalisation, oui. Rapport qualité, pas forcément. Mais tu peux faire une synthèse. Voilà. Mais tu n'es pas forcé de renvoyer les rapports individuels, surtout s'ils ne sont pas anonymes, quoi. Tac, 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 c'est bon? Est-ce qu'on est pas mal? Ouais, on est pas mal. Après, il y a des questions, je pense que tu as déjà un peu, mais c'est bien de répéter. Ça, c'est quand même aussi le bénéfice pédagogique d'avoir des questions qui sont un peu semblables. Donc, je te laisse continuer. On a encore 10 minutes. S'il y avait des choses dans le chat. Je pense qu'il y a une vie dans le chat aussi là, pendant le webinaire. Hein, ouais. Alors, attends, je voulais juste en profiter. Attendez, certificat opaque. Voilà. Je voulais vous donner les 2 liens dont je vous ai parlé sur la sous-traitance. Donc, je vous les mets dans le chat. Et voilà, attends. Ou alors, je le mets dans le chat ou je le mets dans le document? Qu'est-ce que tu préfères? Dans le chat, mets-le. On le remettra après. Ouais. Alors, première ligne, ça. Et il y en a un deuxième. J'arrive. Alors, pendant qu'Hélène partage, parce qu'on arrive à la fin, j'en profite aussi, je suis là pour faire un peu les coupures publicitaires, hein, excusez-moi. Si certains avaient envie de tester, de prendre Digiformal à cette fin d'année, venez aussi sur OF Connect, vous pourrez demander des codes parrainage et avoir des réductions. Donc, ça, c'est de l'entraide entre membres de la communauté. Donc, j'en profite pour ceux qui étaient en train de prendre leur abonnement ou qui voulaient tester. Demandez bien vos codes parrainage. Voilà, c'est le petit cadeau de Noël. C'est bon, Hélène? Tu l'as mis? Voilà, j'ai mis les 2 liens. Pour moi, ces liens, vous voulez garder la liste des indicateurs applicables en tant que sous-traitant, vous les gardez en référence. Donc, voilà. On revient sur les questions, Hélène. Est-ce que tu veux... on part 150, hein, c'est pas mal. On peut s'arrêter là si tu veux, hein, parce que là, c'était quand même un exercice de style pas évident. Hein. Ouais. Je regarde si jamais j'ai une petite question qui me sort encore. Voilà, je pense qu'on a fait. Attendez, si je fais toute la fin. Ok, le PS. Pour le code parrainage, vous venez sur OF Connect, vous faites un message sur un des canaux, peu importe lequel. Et généralement, avec tous les gens qu'on a, vous aurez une réponse. Bon. Je pense qu'en 5 minutes, vous avez une réponse. Donc, voilà. Et donc, pour ceux que j'ai ratés, si on a raté des questions et que vous êtes extrêmement vénère, vous nous envoyez sur Calliope, le canal d'OF Connect, le canal Calliope d'OF Connect, vous nous envoyez en disant ah bah oui mais Hélène n'a pas eu le temps de répondre à ma question, voilà, et comme ça. Et puis alors je fais un peu de promo, donc là tu as quand même répondu je pense à plus de 90 questions, Hélène, je sais pas là, je ne les ai pas toutes comptées, mais j'espère que les gens reverront le replay et pourront s'y poser.
On a Aurélie Fonta, une autre partenaire qui va venir la semaine prochaine aussi pour… mais là, ça sera un peu plus descendant. Elle va vous faire un zoom sur 5 indicateurs à surveiller de près pour l'audit de surveillance, pour ceux qui passent leur audit de surveillance là, cette fin d'année. Et puis nous, Hélène, on refera des sessions de toute façon en 2026. Sachant qu'en plus, pour ceux qui vraiment ont encore des doutes, et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de réassurance aussi pendant ces sessions, tous les mois, on fait un atelier sur Google Meet d'entraide. Et là, il n'y a pas Hélène qui est là sur place, mais il y a plein d'autres membres et responsables qualité qui viennent partager aussi leur retour d'audit. Donc, ça peut être un bon endroit pour aussi reposer vos questions. Et puis après, comme tu dis, Hélène, Google est votre ami, le Slack d'OF Connect est votre ami. Donc, il y a plein de choses qui sont là à votre disposition. Voilà. Donc, profitez-en. Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, vous pouvez me contacter sur LinkedIn pour me demander. Mais après, c'est des prestations payantes. Donc, sinon, vous retournez sur le canal et là, vous avez encore le droit à des questions gratuites. Voilà. Et si vous voulez plus accompagner ou déclarer la sous-traitance et tout ça, ça, c'est une prestation payante et vous passez par mon LinkedIn. Voilà. OK ? Et on mettra le replay sur le Slack dans la journée. Donc, effectivement, je ne vais pas chapitrer question par question le replay. Mais là, vous aurez le document avec les questions. Donc, après, oui. Si vous êtes encore dans le doute, reprenez les questions et les réponses d'Hélène. Ça vous fera un peu de travail pour ce week-end. Non, je plaisante. Voilà. Pour ce week-end. Non, mais écoutez, j'ai essayé de faire le max. Donc, après, le problème, c'est qu'il y a des fois des questions où j'étais pas forcément… j'avais pas forcément toutes les infos, donc c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Il y a encore beaucoup de questions sur la sous-traitance, Hélène. Tu as vu, il y a encore… écoute, non, mais c'est bien, ça veut dire que les gens sont pas dans les clous. Bon. Mais au moins, ils en prennent conscience, donc c'est bien, on progresse. Parce qu'avant, j'avais l'impression qu'on parlait un peu dans le vide. Non, mais après, c'est sûr que je pense à tous ceux qui… mais ça, de qui prennent aussi des fois… des audits parce qu'ils sont récemment embauchés, ils doivent reprendre des choses qui avaient été peut-être mal faites. Je pense à tous les assistantes administratives qui reprennent des fois des process en cours de route et qui ne sont pas forcément carrés. Et voilà, il y a du travail. Et puis l'audit de la sous-traitance sur Calliope, c'est récent, je crois que c'est 2024. Donc là, on n'est même pas sur on est juste sur des audits intermédiaires. Enfin voilà, on est… Sachant que moi, je connais encore des gens sur 2025 qui ne se sont pas fait auditer sur leur sous-traitance. Oui, tout à fait. Donc, en plus, j'ai envie de te dire, il y a certains certificateurs qui considèrent que ce n'est pas une priorité. Bon, voilà, je pense que quand même, depuis, j'ai l'impression quand même, je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont eu un audit récemment et où ils n'ont pas du tout parlé sous-traitance, mais je pense que maintenant, ça devient un incontournable. Et puis, on n'a pas parlé des contrôles, mais on refera, je pense, on fera, parce qu'on n'a pas encore fait un webinaire sur les contrôles OPCO, les contrôles Caisse des dépôts. Donc là, on sait qu'on a beaucoup de clients Digiformat et de membres qui ont été contrôlés là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et en fait, qui peut le plus, peut le moins. Et si vous êtes au carré pour un contrôle, Calliope, c'est… dans le nez. Je vais faire des contrôles, moi, je vais faire des contrôles OPCO, donc je pourrais vous en parler. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vas passer côté de contrôleur. Je vais en faire plusieurs là d'ici la fin de l'année, donc on pourra se prévoir un petit atelier. Carrément. Et pour ceux, pareil, qui auront eu des contrôles OPCO, financeurs, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le Slack. Le contrôle est dans l'air du temps. Voilà. Et puis, bon, pour tout ce qui est de l'actualité, je vous rappelle un petit peu les échéances. Nous avons donc un projet de loi de finances qui est en train d'être débattu sur l'Assemblée. Et nous avons un projet de loi de la sécurité sociale, donc PLF et PLSS. Je vous encourage à regarder ce qui s'y passe, parce qu'il y a certaines choses concernant le bilan de compétences, concernant effectivement les obligations, concernant l'alternance, concernant les financements de France Travail, concernant plein de choses qui peuvent impacter beaucoup. Et on ne l'a pas encore dit, Pascal, mais je le répète, ne basez pas tout votre modèle économique sur des financements publics. Évidemment. C'est ce que j'ai vu ça sur un
un des trucs du canal, c'était que la personne, effectivement, basait. Non, c'était sur LinkedIn, tiens. Elle basait tout son business sur la certification Calliope. Et moi, je trouve que les financeurs privés, c'est bien aussi. Donc, c'est ce qu'on dit depuis 2 ans. Ouais. Essayer de trouver des clients entreprises, qui ont des budgets. Et entretenir de bonnes relations avec ces clients privés, ça peut vous sauver la mise par rapport à des financements publics qui se tarissent. Je pense que, voilà. Après, sur la partie actu, sur ce qui se passe en ce moment, sur le vote du budget, Johan Vidalin, qui est notre rédacteur pour Digiformat, dès qu'il y a des infos qui sortent, il y aura un article tout de suite. Donc, sur la partie veille, ne vous inquiétez pas, on sera ultra réactif sur ce qui se passe en ce moment dans l'Assemblée nationale. Là. Voilà. Ouais. Mais donc, de toute façon, on est d'accord. Oui. Non, mais 2026, c'est ce qu'on dit. De toute façon, on l'a redit en 2025, ça va être des financements plus compliqués. Mais par contre, des opportunités malgré tout qui sont toujours là. Et il y a en tout cas plein d'OF qui se créent encore chaque année. Hein. Le nombre de NDA, le nombre de Calliope ne baisse pas, Hélène. Hein. Alors, Calliope est en légère baisse, mais en fait, ça vient aussi du fait que il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû se certifier pour continuer à travailler avec des donneurs d'ordre qui imposent, ou des clients qui imposent Calliope. On est sur une comment dirais-je, on est sur un tassement. Voilà. Tiens, j'en ai pas parlé, mais il y a un autre site qui est sympa pour la veille et qui met des chiffres à chaque fois. C'est Rémi Rousseau qui s'occupe. Hop, je vous mets le lien. Ça s'appelle une newsletter qui s'appelle 23 comme l'indicateur 23. Je vous le mets dans le chat. Hop. Et là, si on regarde, c'est bon, vous l'avez eu. Voilà. Si on regarde l'actualité donc d'octobre, comme ça, je vous donnerai les chiffres vraiment d'octobre. Hop, si j'affiche le truc, ça ne marche pas. Pour que ça ne marche pas. Hop. En bas de la newsletter, vous avez les chiffres. Mais pourquoi j'y arrive pas? Bon, moi, t'arrives à accéder au site? Ouais. Ah voilà, c'est ça. Et donc, je vous donne les chiffres. Comme ça, vous aurez vos chiffres du mois. Attendez, hop, décompte. Donc là, c'est sur le mois de... C'est à fin septembre. Ah ben, je sais pas, ça ne s'affiche pas. Bon. Ça ne s'affiche pas. Bon, de toute façon, on est toujours sur les 45 000, je pense. N'empêche, voilà, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je trouve qu'elle est bien faite. Ah voilà. 138. Alors, hop. 138 426. Je mets 138 426 OF. Donc ça, c'est les NDA. OF, dont 44 105. Donc, tu vois, il y en a un peu moins. Il y en avait 48 en début d'année. Pourquoi il y a une petite baisse, ouais. Mon ordinateur ne marche plus. Voilà. Ah bah, de toute façon, après, il y a encore effectivement des OF qui ont fermé leurs portes. Hein. Et puis d'autres. C'est bon, je suis revenue ou pas? Oui, t'es là, Hélène. Ah ben, on t'a perdu. Tu m'entends ou pas? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon. J'ai pas l'impression. Pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter sur Slack, faites-moi un mail. Je vous remets mon mail ici. Ça sera plus rapide que... Ne perdez pas de temps à galérer sur ces questions-là. Hop. Ah ben, on a perdu Hélène. Bon, de toute façon, c'est la fin. On vous embrasse. On vous dit bon courage pour la suite. Bon appétit. Et puis, on est connecté sur le Slack, évidemment. Et puis, merci encore pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 3 ans. Et n'hésitez pas à inviter... Ah, mais t'es revenu. Allez, quand même que tu puisses dire au revoir à ton assemblée, Hélène. Et tout le monde te remercie beaucoup. Voilà. Bon, j'ai chaud, mais ça va. Je vais pouvoir déjeuner. Écoutez, oui, je pense qu'on se refera un truc début d'année prochaine. Ouais. Comme ça, on aura eu tous les projets de loi, tous les trucs qui vont encore nous mettre en PLS et on pourra débattre de ça tranquillement. Voilà. Exactement. Merci. Voilà. Je vous salue tout le monde. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas effectivement à nous rejoindre sur le
sur le Slack d'OF Connect. Et j'en profite pour nous soutenir aussi, ceux qui sont sur LinkedIn et qui aiment bien rédiger sur LinkedIn. Mettez-nous un petit message pour remercier Hélène. Faites un petit peu de pub pour ce genre d'ateliers qui amènent beaucoup de valeur, je trouve, et qui peuvent servir à énormément d'OF qui sont seuls et souvent face à l'immensité de Calliope. Et Pascal, on te demandait ton nom de LinkedIn. Ah, mais je ne fais jamais ma promotion, c'est vrai. Ouais, mais vas-y, balance ton profil. Suivez-moi sur LinkedIn. Alors moi, je mets beaucoup moins d'infos que Johan, évidemment, mais vous me retrouverez avec mon prénom sur LinkedIn. Voilà, et on va pouvoir y aller manger, parce qu'on a faim quand même. Bah ouais. Et puis, bonne semaine à tous, et on se retrouve très vite sur la communauté. Je vous mets mon lien aussi. J'ai déjà 3 demandes de connexion. Très bien. Je vous mets aussi le lien. Et pareil, t'as mis ton lien LinkedIn ou pas? Ah mais non, tu l'as pas mis. Oh là là. Tu vois, je me cache. J'ai pas envie qu'on m'embête sur LinkedIn. Pascal. Je vais le mettre. Pascal, voilà. Je te mets, hein. Et j'en profite aussi pour mes collègues de Digiformat qui font un super webinaire semaine prochaine sur la facture électronique. C'est un tout autre sujet, mais qui est important aussi pour vous, dirigeants d'OF. Et donc là, pareil, on va tout vous expliquer, notamment pour ceux qui sont clients chez Digiformat. Il y aura de la nouveauté. Il y a quand même pas mal de sujets en 2026, Hélène, qu'on va devoir aborder encore. On n'a pas fini. Bon, bonne Halloween à tout le monde. Voilà. Et je ne sais pas, le prochain, je mettrai un autre fond d'écran, mais là, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. C'est sympa. Voilà. Bon, merci à tous. Allez, on vous embrasse. Allez, à plus. Très vite. Salut.